Bonjour, bienvenue à Sur la route avec Marianne Hogan. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des Drink Mix Ultra Énergie. On le sait, la digestion, c'est le nerf de la guerre en épreuve d'endurance, puis parfois c'est difficile d'ingérer toutes les calories qu'on a besoin en aliments solides. C'est là que le Drink Mix Ultra Énergie de NAC entre en jeu. Ça vient en poudre qui se dissout dans l'eau, directement dans vos flasques. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que votre rythme de course vient continuer à brasser le contenu des flasques pour mélanger la poudre pendant votre épreuve. Mais ça, c'est un avantage un peu niaiseux qui vient de moi et que NAC vous dira pas. Blague à part. Pour 500 ml d'eau, ça vous amène 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines complètes, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. C'est-tu pas beau ça? Ça vient en 3 saveurs, lime, melon d'eau et bouillon salé, question de changer le mal de place pendant les longs efforts. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nac.com et tu peux même acheter des petits paquets de dégustation pour tester avant d'acheter le gros sac. Puis si tu veux 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 180e épisode de Pas sorti du bois. Je vous l'avais dit, en 2024, je reviens avec un format aux 2 semaines, mais peut-être que des fois, il y a des petites jasettes avec Marianne, avec Richard, des cafés du vendredi qui vont se glisser à travers les épisodes réguliers, ce qui fait que vous n'aurez pas le temps de manquer d'épisodes. On est de retour cette semaine, Marianne, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Re-bienvenue pour la 72e fois à Pas sorti du bois. Merci. J'aime ça que quand ça fait 2 mois, on dit ça fait longtemps Oui, qu'on c'est ça. s'est pas parlé. Ça veut dire qu'on est assez régulier, disons. Ouais, ça, on a quand même été assidus, on est pas si pire. On a même eu l'occasion de se parler quasiment à Noël la dernière fois avec Anne, c'était le fun. Là, on revient à notre format Jazette à 2. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé depuis cette dernière fois-là. J'ai le goût qu'on prenne de tes nouvelles. T'es passé à Montréal avec des courses un peu partout à l'international à là, full nomade. Comment ça s'est passé cette transition-là? Qu'est-ce qui a motivé en fait cette décision-là? Ouais, ben écoute, ça fait longtemps que j'y pense de déménager de Montréal. Je pense que je cherchais un peu. En fait, il fallait juste que je prenne la décision pour partir. Je pense que ce qui me retenait beaucoup à Montréal, en fait, c'est mon emploi. Donc mon emploi que j'ai toujours et que j'aime beaucoup. Puis je pense que ça me permet aussi de garder un peu une réalité là à ma vie qui est un peu différente de la société, disons. Donc, c'est toujours quelque chose qui me faisait peur de quitter Montréal et de potentiellement perdre mon emploi ou devoir quitter mon emploi. Mais quand j'ai abordé le sujet avec mon employeur, S3 Technologies, en octobre dernier, que je voulais partir vivre en Europe parce que je trouvais ça plus difficile de m'entraîner à Montréal. Et puis, je trouvais ça plus difficile aussi faire des va-et-vient. Là, c'est sûr que j'ai bâti des belles relations avec des athlètes européens avec qui j'aime m'entraîner. Et puis, donc, j'ai discuté avec eux du tout et puis on en est venu à la conclusion que c'était possible pour moi de continuer de travailler tout en travaillant en distance. Donc, j'ai finalement pris la décision de quitter. Là. Mon but, c'était de quitter le 1er janvier, mais on avait un meeting en personne le 15 janvier, donc j'ai attendu ce meeting-là, puis après ça, j'ai quitté. Et puis, je suis venue en France en premier lieu, juste parce que ben, je pense que je vais pouvoir jouer beaucoup dans les montagnes ici en France et puis voir mes amis, c'est certain, mais je pense que la France, ça va être un peu mon pays dans lequel j'aimerais m'installer pour le moment. Mais évidemment, à travers tout ça, je vais continuer de bouger beaucoup là, à travers les camps d'entraînement, les compétitions. Je vais revenir aussi un peu en Amérique parce que je vais pacer Camille, mais j'imagine qu'on y arrivera, mais c'est voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, me voilà arrivée il y a 2 semaines environ maintenant. Ça fait 2 semaines que je suis en Europe et puis je regrette pas du tout mon move. Et puis, je me fais des super belles balades à vélo. Donc, c'est cool d'être dans un nouvel environnement. C'est très stimulant.
C'est le fun que ton employeur ait embarqué parce que on en a parlé à travers les multiples épisodes qu'on a fait ensemble quand justement t'es sur la route, que t'es dans un événement, je sais pas, en Chine, en Afrique du Sud, peu importe, tu travaillais à distance, mais t'avais toujours ce moment-là où tu revenais à Montréal, je suppose, puis que tu retournais travailler où tu recroisais tes collègues. Là, on comprend qu'ils ont accepté que tu sois 100% télétravail d'un peu partout sur des heures, des fuseaux horaires qui sont un peu plus différents. Oui, mais tu vois, moi, j'aime beaucoup ça, travailler le fuseau horaire québécois en Europe. Je pense que c'est en fait mon fuseau horaire préféré. OK. Parce que j'ai tout le matin, tu sais, jusqu'à 3 heures de l'après-midi pratiquement. Là, j'ai pratiquement toute ma journée pour faire tout ce que je considère plus entraînement. Et puis après ça, ben, je commence à travailler. Et puis, la chose à noter, c'est que dans la discussion aussi, moi, en même temps, j'ai demandé de réduire mes heures parce que c'est bien beau, là, travailler à temps plein et puis s'entraîner à fond, puis voyager et tout. Mais à un moment donné, je trouvais que c'était beaucoup aussi, c'est une grosse charge mentale. La charge de travail augmentait de façon considérable et puis je me voyais plus non plus performer à un niveau qui était acceptable pour être à temps plein, là. Évidemment, Ouais. mon niveau de vie, à un moment donné, je pense que il manquait de temps pour faire le travail qui était nécessaire de faire. Donc, on en a convenu que je bougeais un peu plus de façon à temps partiel. Donc, j'essaie de travailler entre 20 et 25 heures semaine, ce que je trouve très raisonnable. Puis, ça me permet d'avoir un bon équilibre, disons. Ouais. C'est important pour toi de garder un pied dans ton domaine professionnel. Tu sais, je pense qu'on en a déjà parlé il y a longtemps, mais ça a bougé depuis. On en voit beaucoup des athlètes de calibre international sur des équipes internationales qui prennent la décision de lâcher leur day job pour être 100% athlète. D'autres qui trouvent ça extrêmement important, qui en parlent de garder les deux choses. Toi, plusieurs années plus tard, ça fait au moins un 2 ans peut-être qu'on s'était parlé de ça. Comment ça se passe, cette conciliation-là? Puis toi, c'est important pour toi de le garder? Ben, c'est une bonne question. Je pense que c'est une question que je dois de me poser au quotidien. Je pense qu'à chaque jour, tu sais, je t'avouerai qu'il y a des journées où je me dis que ce serait plus facile si je travaillais pas. Mais ceci étant dit, j'aime beaucoup le travail que je fais. J'aime beaucoup les gens avec qui je travaille, notamment les fondateurs de la compagnie. Je pense qu'ils me motivent au quotidien d'une façon qui est différente que le sport m'amène. J'aime ça quand même être chargée de choses qui ont rien à voir avec le sport. Et puis de travailler en ressources humaines dans une compagnie informatique, je pense que ça peut... C'est assez différent du monde de sport avec qui, en fait, tous mes amis, tous mes fréquentations en quelque sorte sont tous des athlètes et puis je trouve ça bien de diversifier un peu là, les gens que je côtoie. Mais quand je me suis posé la question récemment, je me suis dit, en fait, je veux garder mon emploi parce que j'aime l'emploi que j'ai actuellement. Je pense que si j'étais pour ne plus avoir cet emploi-là, probablement que j'irais en tant qu'athlète à temps plein. Donc, je pense que c'est une question personnelle qu'on se doit de se poser au quotidien, de voir un peu qu'est-ce qu'on préfère, qu'on fonctionne pour nous, qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Pour le moment, j'essaie d'avoir un peu plus d'équilibre, réduire mes heures de travail pour bénéficier aussi là, mes objectifs sportifs. Mais je me vois réévaluer ça en fait à chaque jour, à chaque semaine. Je trouve que c'est important de voir que ce qu'on fait, puis là où on donne notre énergie, je trouve que c'est important que ce soit important pour nous. Et puis, pour le moment, les deux sphères sont importantes pour moi, donc je continue là-dedans. J'avoue que ça doit avoir sa part de défi de faire une journée de 8 heures sur le vélo, puis arriver en fin d'après-midi au moment où d'habitude, quand on fait une giga journée de volume comme ça, tu te poses un peu, tu peut-être t'ouvres Netflix en mangeant relax, en faisant des exercices sur le tapis, sur le rouleau. Toi, t'embarques sur une journée de travail, c'est quand même, ça amène sa part de challenge, là. Ouais, ça amène sa part de challenge, mais tu vois, je l'ai vécu un peu cette semaine. Tu sais, quand c'est le week-end, puis j'ai un peu cette possibilité-là de revenir après une longue journée de vélo, puis de s'écraser, puis regarder. Puis des fois, j'ai comme l'impression que je perds ces heures-là. J'aime ça, en fait, savoir que j'investis mon temps envers quelque chose. Et puis, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime être athlète, parce que j'investis mon temps pour devenir une meilleure athlète. Et puis, je trouve ça bien d'avoir quelque chose qui me stimule à l'extérieur du sport. Par contre,
tu vois, cette semaine, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je suis ici seule. Donc, j'ai pas de contraintes sociales. Je pense que quand j'ajoute une troisième dimension, c'est là que j'ai un peu plus de difficultés à gérer tout ça. Parce que je trouve qu'il y a aussi on s'enrichit beaucoup à travers d'autres personnes. Et puis, tu vois, moi, je trouve ça très enrichissant passer une soirée avec des amis que passer une soirée à écouter Netflix. Donc, c'est pas la même comparaison, mais fait que je pense au quotidien, comme je te dis, on essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Puis pour le moment, j'essaie de garder les deux, puis d'espérer que je brûle pas la chandelle des deux côtés, mais pour le moment, ça va. OK. Réduire mes tâches, ça a été une bonne étape dans cette direction-là. Ouais, je comprends. Tu disais, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tu y pensais à ce mode de vie-là nomade. Logistiquement, comment qu'on se prépare à ça? Dans le sens où je comprends que tu avais toujours ton pied à terre, fait que quand tu reviens à Montréal, tu as tes choses, puis là tu es continuellement dans tes valises, mais même le point de vue passeport, le point de vue visa, comment qu'on gère tout ça quand on part full nomade? Ouais, ben l'idée, en fait, elle m'est venue parce que j'ai la chance d'être aussi irlandaise, moi. Mon père est irlandais et puis j'ai appliqué pour la citoyenneté irlandaise en début d'année quand j'avais pris la décision de faire ce move-là parce qu'évidemment, c'est ce qui facilite le tout pour moi. Je pense qu'il y a différentes façons de demander pour des visas, mais ça complique beaucoup les choses. Pour moi, maintenant, c'est rendu vraiment simple. J'ai mon passeport irlandais, donc je peux vivre vraisemblablement partout en Europe, sauf les pays du Brexit. Donc maintenant, de ce côté-là, pour moi, c'est super facile. Et puis, je suis super chanceuse. Puis, je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai voulu profiter de cet aspect-là. Je pense que c'est une chance que pas beaucoup de personnes ont. Et puis, je me voyais dans une situation que je savais que ça allait me faire plaisir de voyager pas mal. Je réalisais là, dans les dernières années que je suis toujours de plus bonne humeur sur la route. Et puis, je suis toujours plus motivée à découvrir de nouvelles choses, aller dans des nouveaux pays, rencontrer des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles cultures. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne. Et puis, je veux continuer de faire ça. Et puis, comme je te dis, j'ai réalisé que je revenais à Montréal pour voir ma famille et pour aller au travail. Donc, je me suis dit, si je suis capable d'éliminer une de ces deux choses-là, puis de partir sur la route, ça va m'aider beaucoup. Mais c'est sûr que logistiquement aussi, ça a amené son lot de challenge. Il a fallu que je me débarrasse de mon appartement. Et puis, l'air de rien, on accumule quand même pas mal de choses. Et puis, ça a été un processus pour moi là, de me débarrasser de tout ça. En fait, j'ai essayé de me débarrasser de plus de choses possibles. J'ai gardé un garde-robe chez mon frère. Il était gentil de me donner un garde-robe, puis le défi, c'était de garder tout ce que je veux dans mon garde-robe. Mais je me suis débarrassée de tout, là, tous mes meubles. En fait, je me suis dit, moi, il n'y a pas grand-chose dans la vie matériel qui est important pour moi. Donc, j'ai tout donné. J'ai donné la plupart de mes choses, en fait, à un organisme à but non lucratif à Montréal qui donne des matériels à des immigrants. Donc, des immigrants qui arrivent à Montréal avec vraiment pas beaucoup de choses. Donc, ça a été un peu ma stratégie. Mais ça a été quand même un process, là. Je te dirais que quand je suis revenue au mois de décembre, janvier, ça a été beaucoup plus de logistique que ce que je préfère. Moi, je préfère justement ne pas à gérer la logistique, mais ça a été un mois intensif à faire ça. Puis ça m'a permis par après maintenant, tu vois, j'ai pratiquement pas de logistique, là. Je suis partie avec 2 valises, dont une valise qui rentre dans la soute, là. Donc, une mini et une valise taille normale. Et puis maintenant, je trouve que ma vie est très simple. Et puis, c'est comme ça que je veux le garder là, pour le futur. C'est ton baluchon pour les prochains mois, les prochaines années. Ouais, exact. Y a-t-il quelque chose de satisfaisant de se dire que, parce que tu le dis, on accumule des choses, puis même quand on tente de faire attention, de se limiter, on se ramasse avec tellement d'affaires, puis on s'en rend compte quand on déménage. Je me rappelle être passé de chez mes parents à un appartement, puis d'un appartement à une maison. Puis là, je me dis, tu sais, le jour, mettons qu'on déménage d'ici, c'est décourageant à quel point on ramasse des affaires. Il doit y avoir quand même une satisfaction de se dire que ce que tu possèdes, qui doit être rendu de ce qui est le plus cher pour toi, parce qu'après toutes ces rondes-là de se débarrasser des choses, ce qui reste, c'est vraiment des choses importantes. Que ça rentre dans un garde-robe, ça doit être vraiment satisfaisant. Je sais pas, je suis le seul qui sent ça. Non, oui, ça a été extrêmement satisfaisant, puis même que je pense que ça devrait être un exercice qu'on fait plus souvent. Ouais.
que je réalise que, tu sais, mon appartement, au fur et à mesure que je me débarrassais de mes choses, je le trouvais plus, en fait, c'était plus facile de vivre, les choses étaient plus faciles d'accès. Ça simplifiait la vie, en fait. Tu sais, si j'ai 10 manteaux, tu regardes, puis tu sais pas lequel prendre. Finalement, tu portes toujours le même. Je trouve ça ridicule, en fait. Donc, moi, j'ai commencé à me débarrasser. Je me suis vraiment débarrassée de toutes mes choses, puis ça m'a fait un bien immense. Je pense que j'ai toujours un peu voulu avoir une vie plus simple, mais là, je pense que ça a été, ça a simplifié ma vie fois 10, là, dans le sens que j'ai réduit tous mes choses, et puis on s'entend que c'est ça qui est drôle, en fait, c'est que moi, les biens personnels, il n'y a pas grand-chose auquel je suis vraiment attachée. Donc, les choses que j'ai gardées chez mon frère, c'est des souliers de course, puis du linge de course, puis tu sais, des choses que, semblablement, je pourrais ne pas. Tu sais, là, tu vois, je le porterai pas avant que je revienne en juin, puis je vais être très bien sans. Mais j'ai juste trouvé ça intéressant comme exercice. Et puis, même que tu vois, ça faisait 4 ans que j'étais dans cet appartement-là, et puis j'aurais dû le faire bien avant. Je réalise que quand on déménage nos choses aussi, souvent, on se dit, fais juste l'amener, puis on gérera avec ça dans le prochain appart, dans la prochaine maison. Mais au final, tu le touches pas, les choses que tu as dans ta maison. Donc, tu es aussi bien de t'en débarrasser. Tu vas avoir plus d'espace, ça va être beaucoup mieux. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'exercice, disons. Vraiment intéressant. J'ai pas aimé, mais avec le résultat, j'ai aimé. Une fois que c'est fait. Ouais. OK, j'ai 3 questions vraiment importantes, 3 questions qui tuent. La première, la boucle de ceinture de finisher de la Western, elle a-tu fait la cote ou bien il y a quelqu'un quelque part à Montréal qui apporte pour tenir ses culottes? Je vais t'avouer qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aucune idée parce que il y a mes parents puis ma famille qui m'ont aidé un peu à faire le tri. Et puis moi, je disais tout, non, débarrasse-toi de ça, débarrasse-toi de ça. Puis il y en a parmi eux, je sais qu'il y a des choses que mes parents ont dit, non, ça, on va garder chez nous, tu sais, c'est correct. Mais je suis assez certaine que ça, je l'ai gardé probablement dans une boîte, oui. OK, la veste de finisher de l'UTMB, la belle veste pas de manche turquoise, ça a-tu fait la cote? C'est drôle, je l'ai jamais eu, moi. C'était encore plus simple. Quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, j'étais dans un état. Et puis, j'étais vraiment pas dans un état de focuser sur la veste. Je sais pas où est-ce qu'il fallait aller pour la récupérer, mais moi, je suis définitivement pas allée pour la récupérer et puis je l'ai jamais eu. Je te confirme, elle représente beaucoup, mais je l'ai portée une fois, puis c'est la fois que j'ai fait une entrevue avec Martin Dagenet, puis qu'on se trouvait bien drôle avec nos vestes turquoises post-UTMB, mais c'est pas quelque chose que je porte souvent. Dernière question, la vraie question qui tue. Les courses qui s'en viennent, tu vas les courir sous le drapeau canadien ou irlandais? Ah, je vais rester canadienne quand même. OK, merci, c'est bon. Ouais, mais je vais rester canadienne, mais je t'avouerai que je commence à ressentir une certaine fierté pour l'Irlande. Je trouve ça hot quand même, je savais pas. Ben, je le savais avant aujourd'hui parce qu'on en avait parlé, mais je savais pas avant que tu m'en parles que Hogan, ben, on se doute que ça a un héritage irlandais, mais que c'est plus proche que des fois ce qu'on entend, que j'ai un arrière-grand-père irlandais. Toi, c'est proche, là. Ouais, c'est proche, puis c'est parce que c'est quand même assez compliqué, là. On n'est pas, comme tu vois, mes enfants, si jamais j'ai des enfants, ne pourraient pas avoir la Donc, c'est vraiment, je réalise à quel point je suis chanceuse de pouvoir l'avoir, puis à quel point ça facilite, en fait, cette approche que j'ai. Parce que sinon, on sait tous que, en fait, vivre au-delà de 3 mois en Europe, c'est quand même assez compliqué, là, au niveau au niveau de la logistique. Donc, même l'année passée, j'ai passé très proche là, d'être à mon max là, par moment. Ouais, c'est ça, hein? OK. Là, présentement, t'es où en France? Tu disais que t'étais dans le sud? Ouais, je suis dans le sud de la France. Je suis tout près. Je suis comme entre Saint-Tropez et Cannes pour les plus gros noms. Je suis au Cap-Estorel. C'est un vraiment bel endroit, en fait. Donc, l'autre affaire aussi, c'est que je voulais continuer de vivre de façon simple ici. Donc, je voulais pas d'auto ou rien de tout ça. Donc là, présentement, je suis juste dans un Airbnb pour 2 semaines. Je me fais un gros 2 semaines de camp d'entraînement. Vélo-course, mais beaucoup, beaucoup de volume à vélo. Et puis, la température est quand même bonne ici à ce temps-ci de l'année, surtout à comparer là, de nos hivers québécois. Donc, moi, je fais du vélo en short t-shirt, mais je suis probablement une des seules dans la région qui fait ça. Mais il y a aussi des vraiment belles trails. En fait, les trails sont super belles. Ici, ça ressemble un peu à Moab, au Utah. C'est comme des roches rouges. C'est vraiment magnifique. Donc, jusqu'à présent, je suis très satisfaite de mon choix là, en tant que première destination. Puis
Puis d'un point de vue planification de l'année, c'est quoi qui s'en vient de gros? Puis c'est quoi présentement que tu fais côté entraînement pour te préparer pour ça? Parce que tu dis, tu fais un camp d'entraînement, c'est toi et toi-même, c'est pas dans le cadre d'un camp Salomon? Non, c'est... En prévision de... Ouais, en prévision, en fait, c'est que je me fais comme un gros 2 semaines de volume de base. OK. Puis on le sait tous, d'après mes années passées, que ben, j'ai un corps fragile. Je pense que c'est correct que je le dise de cette façon-là. Mon corps est assez fragile. Puis quand j'essaie de monter mon volume en course à pied, ben et mon corps est fini par réagir là, assez rapidement dans un délai quelconque, disons. Donc, cette année, j'utilise une approche qui est un peu différente. Donc, au lieu de faire comme du gros volume de base à course à pied, ben, je me fais 2 grosses semaines de volume à vélo. Et puis, comme ici, c'est parfait. Comme je te dis, j'ai fait par exprès de venir 2 semaines seule ici pour m'entraîner, vraiment focusser là-dessus parce que je pense que ça en fait je suis quelqu'un qui nécessite quand même beaucoup d'entraînement avant d'être avant d'être en top forme et puis je pense que c'est quand je suis seule que je suis capable d'aller chercher le volume que j'ai besoin. Et donc parce que je garde toujours un volume très extrêmement relax, très l'idée c'est juste de faire des grosses semaines d'entraînement. Et puis, donc, jusqu'à présent, ça se passe bien. Tu vois, je suis quasiment à la fin de mes 2 semaines, là. Aujourd'hui, tu vois, j'ai roulé pendant à peu près 8 heures de vélo. Donc, on peut se dire que c'est quand même des grosses heures, mais j'aime ça. Il fait beau, puis j'ai hâte de voir comment ça va jouer pour la saison à venir. Euh, En fait, pour répondre à ta question de mes gros objectifs, le premier gros objectif de la saison pour moi, c'est la Transvulcania. OK. On en avait au dernier podcast rapidement. C'est un 70 kilos dans les îles Canaries. C'est une course qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et puis cette année, j'ai décidé de la faire. En fait, c'était peut-être pas le build-up parce qu'en fait, je veux. Mon gros objectif de l'année, c'est l'UTMB. Et puis, c'est peut-être pas le build-up rêvé pour l'UTMB, mais moi, c'est une course qui était importante pour moi de faire. Donc, je vais aller là-bas. J'ai mon ami Thibaut dans l'équipe qui l'a fait également. Il y a Courtney qui l'a fait également. Donc, OK. ça va être une belle course. C'est le 11 mai. Donc, il reste encore de la préparation pour ça. Ben, tu dis que c'est pas le build-up naturel, mais il me semble on la voit souvent au calendrier des athlètes qui, tu sais, tu regardes, mettons, les années 2000, mettons, les 10 dernières années, les gens qui buildaient up vers l'UTMB, souvent on voyait la Transvulcania revenir parce que elle est tôt dans la saison, dans le sens qu'elle est en mai, donc pas obligé de faire un 100 000 en préparation d'un autre 100 000, mais un 70 avec autant de dénivelé, cet événement-là, je pense qu'il y a un type de terrain qui peut préparer pour un environnement montagneux comme l'UTMB. Qu'est-ce que tu en sais de la course d'un point de vue type de sentier, défi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi en préparation spécifique pour celle-là? Oui, ben en fait, c'est vrai que c'est pas, je veux dire, c'est pas complètement, c'est pas comme si je m'enligne sur un demi-marathon Route. marathon, là. Donc, non, c'est sûr que c'est semi-aligné. Mais tu sais, je te dirais que le build-up traditionnel que tout le monde reconnaît comme quoi c'est une bonne préparation pour l'UTMB qui m'a été proposé, fortement proposé d'ailleurs, ça a été Madère, Lavaredo, UTMB. Ouais. Je pense que ça, c'est comme reconnu comme étant ou Madère, Chamonix, 90 du Mont-Blanc. Ouais. UTMB, c'est comme 3 courses qui te préparent parce que c'est des courses hautes en dénivelé. Et c'est un peu différent la Transvulcania. Transvulcania, c'est sûr que c'est une course qui est beaucoup plus rapide. Donc, c'est une énorme descente. Dans le fond, c'est plus une grosse montée, tu as une énorme descente à la fin. Mais c'est une course qui est très courable, qui est très, très rapide. Donc, c'est différent. Mais moi, je me dis, à un moment donné, il faut aussi faire les courses qu'on veut. Puis, oui, Madère, ça m'intéresse, mais pour une raison, en fait, plusieurs raisons, mais des fois, c'est dur à expliquer qu'est-ce que ton cœur veut. Puis moi, je voulais aller à Transvulcania. Je trouvais ça cool que Thibaut aille la faire. Je trouvais ça cool que Courtney la fasse, qu'on puisse y aller un peu en équipe. Puis, j'ai décidé que
c'était ce que j'allais faire, quoi. En même temps, il y a la recette que certains recommandent, puis il y en a d'autres qui recommandent pas de faire la Western State quand tu vas faire l'UTMB après, puis 2022, ça t'a quand même souri, dans le sens où, même si c'était pas un enchaînement naturel, même si ça a peut-être causé ce qui a suivi après, vu que c'était un gros enchaînement, ça reste que t'es arrivé à l'UTMB, puis avant que la blessure arrive, qui te ralentisse pour la fin de course, il y avait pas de signe que de faire un 100 000 roulant en Californie 2 mois avant l'UTMB était une mauvaise préparation. Tu sais, chacun a sa préparation. Puis, tu sais, à force de jaser, on commence à te connaître aussi. Puis, je pense que t'es quelqu'un qui cherche des expériences culturelles, le voyage, combiné à des courses, puis pas juste faire des courses pour des courses, puis des in and out de 3 jours dans des pays pour faire des courses. Fait que d'aller vivre la Transvulcania dans les îles Canaries, ça doit en faire partie, là. Ça a l'air d'être un endroit assez paradisiaque qui fait rêver, là. Ouais, exactement. Oui, puis tu sais, moi j'ai toujours aimé les courses qui étaient courables. Et puis j'ai goût d'aller faire en fait, je vais aller faire un stage en quelque sorte aux îles Canaries, là. Je vais y aller au moins un mois en avance, aller peut-être visiter l'île à côté, là, Tenerife, pour après ça aller à l'île où est-ce que la course aura lieu. Donc oui, effectivement, moi j'ai poussé pour ce qui m'intéressait, ce qui me passionnait, puis j'ai hâte de voir, j'ai hâte d'y aller. En fait, je pense que c'est une course qui va être le fun. Et puis même avant ça, avec Thibaut, d'ailleurs, on va faire une course dans le coin de Gironne qui s'appelle Trail de Creux. Donc en début mars, on va se faire un petit 42 kilos. Donc c'est une autre course qui s'est rajoutée un peu au programme, mais encore une fois, c'est pour le fun. Puis un 42 entre elles. Ça va être rapide aussi, puis ça va être bien de travailler des fibres un peu différentes, disons. Quand il y a le temps de planifier un calendrier, tu es dans l'équipe internationale de Salomon. Là, cette année, t'es toujours coaché par Greg. Mm. Est-ce que, parce que tu as toujours bâti tes calendriers, je suppose, un peu seul, là, dans ce cas-ci, est-ce que c'est une collaboration, bâtir ce calendrier-là? Est-ce que c'est des discussions et avec Salomon, parce que il y a l'horaire, il y a les camps d'entraînement et tout ça, il y a l'équipe, et avec ton coach? Comment ça se bâtit cette année-là avec tous ces intervenants-là? Oui, ben c'est sûr que oui, effectivement, il y a des discussions qui se passent des deux côtés. Avec Salomon, ça fait du sens aussi des fois d'être sur certaines courses, notamment les courses en fait, ils sont toujours très flexibles, ils m'ont jamais forcé ou quoi que ce soit, c'est toujours une discussion, mais ça fait toujours plaisir de se retrouver sur des courses quand il y a certains membres des équipes. Donc, j'ai poussé un peu pour essayer de bâtir une équipe pour la Transvulcania, ce que je trouve cool parce que ça a un peu réussi. Un peu, il y a juste Thibaut et Courtney qui y vont, c'est ouais, ben, un Courtney, peu réussi. Ouais. Mais l'idée, c'est que c'est le fun quand on est capable d'y aller en équipe. C'est une dimension qui est le fun pour tout le monde. Donc, ça, c'est quand même assez simple. Donc, et puis par après, c'est ça, c'est que là, moi, je voulais vraiment pacer Camille à la Hard Rock. Et puis là, c'est qu'on veut y aller mi-juin. On veut diriger vers le Colorado au mi-juin. Et donc là, ça éliminait pour moi la chance de faire Lavaredo ou le marathon du Mont-Blanc 90K. Ouais. Donc, encore une fois, ça pour ces deux courses qui, en termes de préparation, font beaucoup de sens, donc qui est approuvé par Greg. Et en termes de visibilité et équipe, c'était approuvé par Salomon. Mais moi, j'ai dit, écoutez, moi, je vais aller pacer Camille, donc qui est un peu un curveball pour tout le monde. Mais ça aussi, c'est une autre équipe, un autre voyage qui va être vraiment le fun parce que François aussi qui fait la Hard Rock. Donc, on va être une belle équipe Salomon là aussi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me tourner vers une autre course plus début juin. Encore une fois, une course qui va me permettre de me préparer un peu à l'environnement UTMB, qui me forcera pas de voyager parce que je vais être déjà dans le coin. Donc, je vais faire la Swiss Canyon Trail. Nice. Ouais, qui fait partie de la World Trail Majors. Je trouvais que ça ajoutait une dimension qui était quand même le fun. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est décidé ma saison, qui est c'est un peu différent. Comme je t'ai dit, habituellement, les gens essaient de trouver différent peut-être de l'élite qui essaie vraiment de mettre la performance avant tout. Mais moi, c'était plus une question d'avoir aussi un été qui m'intéresse puis qui me permet de faire des belles courses également. Ouais, je trouve que c'est ton image aussi là, de choisir des expériences avant de choisir des courses
parce que tout le monde le fait comme ça, tu sais, d'aller à la Hard Rock pacer Camille. Ça reste que si tu dis que t'arrives là mi-juin pour une job de pacing qui est mi-juillet, ça va être un beau camp d'entraînement que tu vas te faire là aussi dans les San Juan. Là. Je veux dire, c'est les plus grosses montagnes en Amérique. C'est un terrain de jeu immense. Puis l'enchaînement Hard Rock UTMB, on a vu que ça s'est fait par beaucoup d'athlètes récemment, qui est peut-être un enchaînement plus naturel même que Western UTMB, bien qu'il soit plus proche, parce que c'est de la grosse montagne, c'est des environnements un peu différents, mais ça reste que ça va te préparer pour te mettre du dénivelé en masse dans les pattes pour l'UTMB. Là. Oui, exact. Donc, je pense que, c'est tout ça ensemble fait en sorte que je pense que c'est tous des bonnes décisions qui me représentent. C'est ça qui est important. Mais oui, effectivement, je veux dire, pour le pacing, j'aurais pu arriver 5 jours avant la course, ça aurait été vraiment correct, mais moi, c'est pas comme ça que je vois l'expérience. Je veux y aller avec Camille, on a parlé parce qu'on veut faire la soft rock, là. J'imagine que c'est qu'on veut faire la hard rock Et puis moi, ça m'intéresse à fond, je vais trouver ça vraiment le fun de faire ça avec Camille, puis de l'aider autant que je peux dans sa préparation à elle. Peux-tu expliquer pour les gens qui savent pas ce que c'est la soft rock? Parce que là, on va parler beaucoup de hard rock dans les prochains mois parce que j'ai une série avec Richard. Là, on va s'en reparler nous autres plusieurs fois dans les prochains mois. On va sûrement parler de la hard rock. Ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui fassent que je parle de la hard rock à suivre. C'est quoi la soft rock? Alors, la soft rock, c'est pas compliqué. C'est un peu faire la hard rock, mais en off. Donc, c'est pas faire la course, mais la faire en reco, si tu veux. Donc, c'est assez populaire. Je pense qu'il y a même une fin de semaine qui est organisée de façon officielle pour que les gens puissent dormir dans soit des refuges ou dans les villes quelconques qu'ils traversent. Mais l'idée de la soft rock, c'est juste que tu fais le parcours de hard rock à l'extérieur de la course. Donc, c'est assez simple. Mais c'est pas, c'est quelque chose que tu planifies habituellement sur 4 jours. Donc, un peu comme les gens vont faire une reconnaissance de l'UTMB. Mais là, c'est une reconnaissance de la hard rock. Et puis, je trouve ça vraiment le fun de faire ça avec Camille. Puis, comme tu dis, ça va être la très bonne, ça va être du très bon entraînement. Et puis, il faut pas oublier que tout ça se passe en altitude. Donc, il y a une dimension extra à tout ça. Donc, j'ai hâte. Ça va être un projet qui va être vraiment le fun. Ouais, ben comme tu dis, ça ressemble beaucoup aux athlètes qui, en préparation de l'UTMB, font le tour du Mont-Blanc en quelques jours. Là, c'était un petit peu plus dans la brousse. Je pense que faire le tour du Mont-Blanc, c'est assez simple à organiser, même s'il y a beaucoup de monde. Ça reste qu'il y a plein d'arrêts potentiels. Là, la hard rock, entre les quelques points, c'est beaucoup plus reculé dans des environnements beaucoup plus hostiles. Donc, c'est soft par rapport à la hard rock, mais c'est pas soft parce que il y a une logistique beaucoup plus complexe, j'ai l'impression, que même que de faire la course avec des ravitaux, là. Ouais. Je sais pas pourquoi on appelle ça la soft rock, mais c'est toujours la façon de dire. Puis je trouve ça le fun. C'est une façon de dire que tu vas faire le parcours sans faire la course. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un jeu de mots avec le hard rock, mais c'est pas plus soft que de faire la hard rock, j'ai l'impression. Non. Il reste que la hard rock, c'est une course qu'éventuellement je vais vouloir faire. Donc, je trouve ça vraiment cool de pouvoir aller voir justement si ça m'intéresse. Ah oui, c'est clair. Hey Marianne, on va se prendre une petite pause pour un message d'un partenaire, puis on se parle de l'autre côté. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagnon. Au dernier épisode, tu nous parlais des mesures d'intensité en course à pied. Là, j'ai le goût de t'amener sur le sujet des indicateurs de performance. Quels sont-ils? D'abord, je veux dire que quand on parle de performance, là, on ne veut pas dire d'être champion du monde. Hein? Toi, tu peux vouloir faire une meilleure performance. Moi aussi, tout le monde en fait, même les champions. Mais voilà, les facteurs de performance, les indicateurs sont les mêmes. Donc, le premier, c'est la mécanique. Donc, plus ton geste mécanique, ton geste moteur va être efficace, plus tu vas économiser ton énergie. Donc, avoir une bonne mécanique de course, c'est un indicateur de performance. Le deuxième, c'est le VO2 max. Donc, la capacité de ton corps à utiliser l'oxygène. Le troisième, c'est ton indice d'endurance. Donc, ta capacité à utiliser ou à avoir un haut pourcentage de ta VO2 max le plus longtemps possible. Faites à noter, dans les meilleurs marathoniens au monde, c'est pas ceux qui avaient les meilleurs VO2 max qui faisaient les meilleures performances, mais c'est ceux qui étaient capables de combiner ces 3 facteurs, ces 3 indicateurs-là ensemble. Super intéressant. Merci Natacha. Bienvenue. T'es aussi coach, c'est drôle parce que dans les dernières semaines, je sais pas pour quelle raison, il y a du monde qui m'ont écrit, des auditeurs qui me parlaient quelque chose, en plus, savais-tu que je suis coaché par Marianne? Fait que t'es une coach.
on parle de planification de saison. On pourrait faire un épisode juste là-dessus, on s'entend. C'est un sujet qu'on a déjà abordé avec d'autres invités, mais toi, c'est quoi tes conseils pour quelqu'un, peu importe le niveau, qui prépare sa saison, qui a un objectif X, Y, Z? C'est quoi tes recommandations? Ben, c'est sûr que pour moi, c'est toute la première question, c'est de savoir si l'athlète en question en planifie trop. Ouais. Donc, moi, je te dis, je pense qu'il y a des ultras, et puis tout le monde va avoir un chiffre quelconque, là, mais moi, je trouve que pour moi, 3 ultras dans une année, je trouve ça bien. Ouais. Et puis, ça va être différent un peu pour tout le monde. Donc, évidemment, j'adapte un peu ma philosophie avec tout le monde parce que je pense que c'est vraiment des choix personnels. Et puis, tout le monde a des morphologies qui sont différentes. Mais moi, c'est comme ça, je le vois. Je te dis, c'est quoi ta grosse course dans l'année? Et puis, quelles sont les courses préparatives? Les courses qui pourraient être pas des courses préparatives, mais qui peuvent quand même être un gros focus dans l'année, tu sais, comme si une course, pour moi, par exemple, si je prends mon exemple au mois d'août, c'est sûr que je peux quand même me préparer de façon adéquate pour une course au mois de mai, tant et aussi longtemps que tu prends le temps de bien récupérer pour repartir. Donc, c'est sûr que, comme je te dis, c'est le volume de tous les ultras que tu vas faire, le temps entre chaque, et puis le plus important vraiment, c'est la démarche que tu vas employer entre chacun de tes ultras. Parce que si tu passes trop rapidement d'un ultra à l'autre, ben ça va être game over assez rapidement. Si c'est pas game over cette année, ça va être game over l'année prochaine. Puis c'est vraiment pas ce que je souhaite à quelqu'un, en fait. Ouais. Puis, tu sais, quand on parle souvent d'objectifs A, B, C, chacun a ses définitions. Tu sais, moi, A, c'est l'objectif ultime de l'année. Puis j'essaie qu'il y en ait un, peut-être deux. Des B, c'est des courses que je vais vouloir me donner, mais que je vais pas me pousser à la limite. Tu sais, des fois, pour une course A, tu te dis, je vais me mettre, tu sais, je veux dire, je chase pas du tout je cours pas après des podiums ou quoi que ça, je suis loin de là, mais moi, je sais c'est quoi que j'ai en tête, je sais c'est quand que je tombe dans une zone où là, je suis dans le rouge. Ben, il y a juste dans les courses A que moi, je vais me permettre d'aller dans le rouge parce que ça a souvent des impacts sur la récupération. Puis là, après, quand tu vas trop loin, ben, les jours qui suivent, ça va être tough. Une course B, j'ai le goût de me donner, mais je vais pas me permettre d'aller dans le rouge. Puis course C, c'est qu'il y a des fun runs. C'est quelque chose que tu dis aujourd'hui. Je regarde absolument pas le chrono, je regarde rien, puis je vais juste que pour le plaisir. C'est beau théoriquement sur papier, puis c'est important de réfléchir à ces courses comme ça. Mais il faut se le rappeler rendu sa ligne de départ parce que j'entends tellement souvent, puis moi le premier, ça m'est arrivé plein de fois de dire « Hey, aujourd'hui, c'est une course C. » Puis là, t'arrives, puis là, ça devient tough dans la course. Puis là, tu te dis « Ah non, mais je suis pressé de finir en dedans de tant d'heures. » Puis là, tu pousses, puis tu te mets dans le rouge, puis tu viens carrément de scraper ce qui était supposé être une fun run parce que là, tu te pousses. Puis ça peut être correct de pousser, c'est le fun de pousser, mais si c'est une course B ou une course C, il y a une réflexion derrière que c'est parce que c'était préparatoire pour autre chose, parce que ça allait permettre de, oui, être proche de la prochaine, mais si je me mets pas complètement dans le rouge puis que je me démolis pas, ben, ça fait que le 3 semaines entre les deux courses, par exemple, ben, me permet la récupération. Mais si tu décides en cours de route que ta B devient une A parce que tu pousses comme si c'était une A, ben, t'affectes nécessairement ta préparation pour la suivante. Fait que moi, mon conseil que je donne, c'est beau de se dire des A, B, C en début de saison quand on planifie, mais il faut se le rappeler le matin même. Il faut se le rappeler pendant la course parce qu'on a toute la fâcheuse habitude d'avoir un petit trigger et faire « OK, non, mais je peux pousser un peu, là, ça va être le fun. » Ouais, ouais. Tout ça est vraiment vrai. Puis je pense qu'une autre dimension qu'on omet d'évaluer dans une planification comme ça, c'est la pression que ça te met aussi. Et la charge mentale que les courses ont. C'est vrai. C'est vraiment, je pense qu'il faut. Puis ça se peut qu'il y en a pour qui c'est zéro charge mentale, t'es jamais stressé, il n'y a pas de problème. Mais il y en a pour qui vraiment le build-up, c'est stressant. Il y en a pour qui faire une course alignée sur une ligne de départ, c'est stressant. Et puis, il faut se rappeler qu'on n'est pas là pour se stresser. On est là pour on est là pour prendre plaisir. Évidemment, c'est bon de faire des courses puis s'aligner sur des lignes de départ. Mais je pense que, en tout cas, pour moi, l'ultra, c'est pas juste des courses. Et puis, il y a moyen de se faire une super belle saison avec pas trop de courses, mais quand même participer à plusieurs courses de différentes façons. Et comme ça, tu élimines un peu là, le fait que tu te brûles un peu mentalement. Ouais.
Ah, t'as raison, là, il y a une charge mentale, même dans la préparation. Tu sais, une semaine avant une course objectif A où on se met une certaine pression, peu importe l'objectif, mais une pression on a un chiffre X en tête, on voudrait terminer en temps d'heure ou on voudrait se pousser à X limite, ça amène une charge mentale qui est immense. Hein. Ouais. Et puis, un ultra, faut pas oublier que tu dépasses souvent tes limites. De toute façon. De toute façon. Et puis, c'est pas quelque chose que tu peux faire. C'est quand même, on dirait que je trouve pas le mot français, mais exhausting. Tu sais, dans le sens que si à chaque fois, c'est épuisant à chaque fois que tu te pointes sur une ligne de départ puis que tu vas au fond de tes capacités, c'est épuisant. Et puis, il faut pas le négliger, cette énergie-là que tu vas puiser parce que moi, je trouve que c'est important. Ben, pour moi, puis ça, c'est vraiment moi, puis c'est différent aussi, comme je te dis, pour chaque athlète que je coach, il y en a pour qui c'est leur besoin d'aller puiser au profond et pas nécessairement le même. Mais pour moi, par exemple, je pourrais pas m'aligner sur 10 fois sur une ligne de départ parce que en fait, ça ferait juste en sorte que je puiserais jamais aussi profond parce que, en fait, j'aurais pas l'énergie. Je vais vraiment, vraiment au plus profond de moi-même quand je fais une course. Donc c'est différent pour tout le monde, mais c'est d'évaluer, de reconnaître qu'est-ce que ça veut dire pour toi et puis de pas en faire trop parce que ben, le bémol que si tu en fais trop, c'est que tu vas avoir une écœur en titre. Et puis, bah, moi, je trouve que ce serait vraiment décevant de ne pas se donner la joie de courir au quotidien. Ben non, exact. Les courses, c'est les cerises sur les sundaes, mais ça reste que pour la plupart du monde, c'est un sport où il faut que tu apprécies beaucoup plus le processus que le résultat parce que si tu as du fun au quotidien, après ça, le jour de la course peut se passer n'importe quoi. Faut pas que tu mettes tous tes œufs dans ce panier-là. Un objectif, des fois, ça permet de se craquer les journées plus tough où ça te tente moins, où tu es fatigué par le travail, par la vie, peu importe. Ben, tu te dis, ah là, j'ai tel objectif dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Faut que je le fasse, cet entraînement-là. Puis tu es content de le faire après, mais il faut pas mettre les œufs dans ces paniers-là. Là. Tous les œufs, en tout cas. Écoute, Marianne, on approche la fin, mais je pourrais pas te recevoir sans qu'on parle du Coastal Challenge qui se déroule au moment qu'on enregistre, littéralement en ce moment. C'est la journée 6. Au moment de la diffusion, ça va faire quelques jours que c'est terminé. Donc, j'ai pas tous les résultats de nos Québécois qui sont là, qui sont encore entrés, mais... toi, l'année passée, tu as participé au Coastal Challenge. On avait parlé beaucoup à l'épisode suivant. C'est quoi ton meilleur souvenir de cette course-là au Costa Rica? Mon meilleur en fait, les courses par étapes, si c'était pas aussi difficile, je pense que j'en ferais tout le temps. Mais parce que c'est vraiment cool, en fait, le fait de pouvoir vivre un camp de base avec des athlètes et de partager ça pendant une semaine, ça crée vraiment des liens. Et puis, c'est vraiment une expérience complète en termes d'ultra. Donc, ça, c'est sûr que c'est vraiment cool. Puis, le Coastal Challenge, c'est super bien fait parce que tu pars à comme 5h30 du matin. Donc, puis tu cours jamais plus qu'un marathon. Ben, c'est toujours entre 40 et 50 kilos, peut-être un peu plus par moment, là, mais. Et donc, vers midi, tu as terminé. Et puis, tu as l'occasion d'être sur des endroits paradisiaques sur le bord de la plage avec des amis. Donc, c'est vraiment cool comme expérience, c'est sûr. J'ai adoré mon expérience au Costa Rica. C'est sûr que je vais vouloir y retourner, mais c'était ça. Je pouvais pas faire une course par étapes comme ça deux années de suite. Je trouve que c'est. Puis même, tu vois, moi, j'ai pas pu la terminer parce que je m'étais tourné la cheville à l'étape 3 ou 4, je me rappelle plus. Mais ouais, c'était vraiment une belle expérience. Puis c'est cool de voir que la tradition se continue avec d'autres Québécois qui sont sur place en ce moment. Ouais, ça se passe vraiment bien. Écoute, on peut parler des résultats. Ça a l'air que s'appeler Katie, c'est gage de gagner. Parce que l'année passée, c'était Katie Scheid qui l'avait remporté. Et là, cette année, là, on parle de l'épreuve qui appelle Expédition, donc le 236 kilos en 6 jours. Cette année, c'est Katie Young, la Britannique qui l'a remporté. Deuxième et troisième place, c'est des sœurs suédoises, les sœurs Helander. Et en 4e place, quelqu'un qui a été dans le top 5 de toutes les épreuves, dont un podium au jour 3, c'est notre Marlene Côté nationale, l'ancienne directrice générale d'événements Aricana, qui, au-delà d'être notre vieille branche 2023 au Gala La Racine d'Or pour l'ensemble de son œuvre, au-delà d'être la femme derrière Aricana qu'on la voyait dans les dernières années, c'est aussi une excellente coureuse qui a déjà remporté le Bromont Ultra 100 000 et plein d'autres. Termine 4e au Coastal Challenge. Je sais que Marlene, c'était comme son
son cadeau de fin d'Aricana. On est allé courir ensemble cet automne dans ses derniers jours pour événement Aricana, puis je pense qu'elle avait besoin de retrouver le plaisir de la course pour la course, puis pas juste la course pour en organiser. Puis le Coastal Challenge était sa première grande course, puis ça l'a vraisemblablement très bien, ça s'est très bien passé. Elle termine 4e, donc on la félicite. Du côté des hommes... Oh, excuse, vas-y, Marianne. Je trouve ça vraiment cool parce que, et puis je ne prends en 0-0, je ne dis pas ça pour, en tout cas, tu vas voir pourquoi, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à la coacher cette année, Ah, c'est vrai, Marlene. t'as coaché? Ouais, je suis vraiment, j'ai suivi les résultats avec impatience pour voir comment elle allait. J'ai été super ravie de voir qu'elle a fini sur un podium. Et puis Marlene qui a eu des problèmes un peu aussi dans le build-up, un peu comme chaque coureuse d'ultra. C'est sûr que c'est difficile sur le corps. Et puis elle a eu des petits bémols qui ont ralenti un peu l'entraînement, mais elle s'est toujours présentée avec une grande intensité puis une détermination pour compléter le Coastal Challenge. Donc, je trouve ça vraiment cool qu'elle a pu faire ça. Et puis, non seulement elle a pu le faire, mais en faisant une performance quand même assez incroyable. Donc, j'ai été vraiment contente de pouvoir la suivre cette semaine. Et puis, j'ai hâte d'avoir plus de ces nouvelles, là. C'est sûr que quand on est là-bas, on est un peu sans réseau, donc j'ai pas trop de nouvelles, mais moi aussi, je veux la féliciter. Puis, je suis vraiment fière de son parcours pour se rendre là, qui n'était pas linéaire, disons. C'est dommage, je savais même pas ben, peut-être que je le savais, mais là, je m'en rappelais plus que ta coach. Ouais, Fait que c'est dommage cool, ça. Je trouve que c'est pas un stunt de publicité, c'est pour Non. ça que je le mentionne pas nécessairement, puis pour ça que mais c'est tout nouveau, là, donc c'est pour ça que je dis je peux vraiment pas prendre le crédit, mais je trouve ça le fun parce que ben, ça a été un plaisir de l'accompagner jusqu'à là au moins. Ouais, puis tu sais, moi, c'est drôle parce que Marlene s'est mis à venir aux sorties cute du mercredi. Puis on a un groupe Messenger à Québec, les cute. Puis Marlene, depuis qu'elle est dans ce build-up-là pour le Coastal Challenge, j'étais genre, OK, mercredi matin, je vais être là. J'allonge de 20 km après. Qui est partant? Puis t'es comme, oh, OK, Marlene est en mission, là. Elle est en train de faire un build-up de volume immense. Fait que c'était drôle de la voir. Parlant des cute de Québec, un autre membre honorable des cute a très, très bien fait. C'est un certain Jeff Cochon. Je sais pas si les gens le replacent. Jeff qui a terminé 2e derrière l'Américain Cody Lind. C'est énorme comme performance. J'ai hâte de parler à Jeff, savoir comment ça s'est passé, mais il a maintenu une très grosse avance devant le 3e, qui est pas n'importe qui, là, Christopher Clemente Mora. C'est un Espagnol qui ça fait longtemps qu'il performe bien. C'est un gars qui fait des top 5 sur la TDS à l'UTMB, puis Jeff s'est placé à travers Cody et lui. C'est très impressionnant, donc on le félicite. Il a terminé premier même les jours 3 et 5. Je pense que même le jour 5, il a couru avec Cody jusqu'à la fin, mais bref, très impressionnant. J'étais content pour Jeff qui, l'année passée, on le sait, il en a parlé très ouvertement. Il y a eu des moments plus difficiles en course avec la nutrition et tout, sa digestion, en fait, qui a joué des tours. Là, de le voir revenir très fort au Coastal Challenge, je suis très content pour lui. On le félicite. Ouais, j'étais très contente aussi. Je pense que, en fait, je m'attendais à rien de moins. Je pense que le Cultural Challenge, c'est très propice à ses forces. Mais n'empêche que, comme tu dis, je pense qu'il a été pris par des maux de ventre beaucoup l'année passée. Donc, j'espérais que ceux-ci n'allaient pas être présents durant le Cultural Challenge. Mais j'ai été vraiment contente de pouvoir le voir faire aussi bien. Je pense que c'est des sentiers qui sont très techniques. Il y a des grosses descentes. Je pense que l'étape qu'il a gagnée, c'est l'étape fallait traverser une rivière au complet. Puis, je me suis dit que cette étape-là, ça allait pas le faire peur. Je pense que lui, courir dans une trail qui n'est pas une trail, c'est probablement le genre de trail qui l'avantagerait le plus. Donc, ouais, c'est ça. Cody Lind, c'est un très bon coureur, mais c'est un gars qui fait beaucoup des courses qui sont plus souvent sur du California Carpet ou ce genre de courses-là plus roulantes, plus courables. Fait que c'est sûr qu'une traversée de rivière, peut-être que l'avantage allait au dude qui est tout le temps dans Mistachibo. Ouais, exact. Parce que Cody Lind, c'est plus top 10 à Western States consécutif là, à maintes reprises. Je sais pas ça fait combien de temps ça fait. Mais n'empêche que c'est ça, c'est cool que ben, Jeff a pu capitaliser un peu sur ses forces. Puis, ouais.
Ça a payé. Puis de le voir rivaliser avec ces meilleurs-là au monde, c'est très cool. Sur l'épreuve Adventure qui appelle donc un 155 km en 6 jours, on avait 4 Québécoises, dont quelqu'un que vous entendez toutes les semaines à Pas sorti du bois, c'est Natacha Gagné avec la minute de la coach qu'on fait semaine après semaine. Natacha termine pas juste deuxième femme, elle termine deuxième overall parce que au classement général, tout sexe confondu, c'est Sarah Lopez, l'Espagnole, et Natacha Gagné qui terminent 1 et 2. Elle termine avec quasiment 3 heures d'avance sur le premier homme. Donc, je tenais à le mentionner, c'est immense de la part de Natacha, qui est une excellente coureuse, mais c'est encore plus trippant quand on voit quelqu'un comme ça gagner au scratch du point de vue de Sarah et Natacha aussi. Donc, 2 femmes, 1 et 2. Je trouve ça vraiment trippant. Puis, on a aussi Diane Brodeur, Véronique Proux-Hardy et Émilie Boudreau, 3 Québécoises qui étaient tantôt avant. Ils n'ont pas encore terminé aujourd'hui, le jour 6 au moment où on enregistre, mais ils étaient 7, 8 et 9 au classement général. Donc, nos 4 Québécoises sur le Adventure, ça sont très, très performantes. Nice. Ouais, c'est cool. Ben, c'est cool aussi de voir autant de Québécois sur la Coastal Challenge. Je ne sais pas si c'est rendu, en fait, à cause du partenariat de la Trans-Charlevoix, et puis Coastal Challenge, mais c'est une très belle épreuve. Je la recommande, c'est sûr. C'est le fun aussi d'y aller en plein milieu de l'hiver. Là. L'année passée, je me rappelle, on était passé de moins 40 à plus 40 en une journée. Donc, ça fait toujours du bien. Ouais, il a l'air de faire très chaud. Le Distance Plus partageait des vidéos, justement, une entrevue avec Natacha sur le bord de l'eau, puis elle est rouge. Là, tu vois que pendant que nous autres, il fait fret, puis c'est comme de la petite neige. Là, elle est comme dans la grosse chaleur. Donc, effectivement, ça peut être une belle occasion de voyager aussi. C'est un beau coin, le Costa Rica. Puis je pense que Natacha était là pour une autre raison aussi, mais ça, je ne vais pas scooper pourquoi elle était là-bas. Elle en parlera elle-même sur ses médias sociaux si elle veut. Donc, je trouvais ça le fun de parler du Coastal Challenge avec toi, puis de souligner ces belles performances-là de nos Québécois. Donc, on les félicite. Marianne, comme d'habitude, c'est toujours un grand plaisir de jaser avec toi. C'est le fun d'avoir de tes nouvelles, puis de découvrir comment ça se passe, cette nouvelle vie de nomade. Ben oui, merci. Écoute, jusqu'à présent, je suis très contente de mon choix. On s'en reparlera à chaque fois qu'on se reparle, mais pour le moment, je suis très excitée pour la saison que j'ai devant moi. Excellent. Écoute, on va s'en parler très certainement dans les prochains mois. Peut-être même un épisode en vrai, quelque part, qui n'est pas au Québec ni en France. Je sais pas. À suivre. Donc, tout le monde, comme d'habitude, je termine en remerciant NAC voyons, je vais recommencer. Je remercie NAC d'être le partenaire principal du podcast. Je remercie Capic 1. Moi, je buvais un petit café ce matin. Là, on est encore tôt ici. Je remercie Noctem, qui est le partenaire officiel de bière. Je remercie Fred Desroches et David Hébert, comme d'habitude. Puis, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, pour un épisode régulier de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.